Voilà des mois que le roi des aulnes figure en bonne place sur ma pile à lire, et voilà des mois qu'il me semblait évident que d'un jour à l'autre il viendrait le moment de lui consacrer un épisode. Mais voilà que Michel Tournier vient de mourir et que je ressens la triste impression d'avoir raté le coche. Et ce qui devait être une belle analyse se transforme en hommage posthume entaché du soupçon de vouloir coller à l'actualité. Mais mieux vaut tard que jamais, et mon épisode 36 sera donc celui que cet auteur immense a bien mérité, le moment de décortiquer le roi des aulnes, prix Goncourt 1970, selon nos 4 dimensions alchimiques, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et pour bien commencer, voyons l'histoire que raconte le roi des aulnes en 1 minute chrono. Eh bien, au départ, nous attaquons par la lecture du journal intime d'Abel Tifauge, un garagiste parisien qui ressent le besoin psychanalytique de nous raconter son enfance difficile à l'orphelinat de Saint-Christophe. Tifauge, un enfant faible et maltraité par ses camarades, tombe sous la protection d'un autre élève, Nestor, une sorte de caïd, qui va le prendre sous son aile. Puis Nestor meurt dans un incendie. Tifauge grandit et surtout il grossit. Il devient un adulte au physique d'ogre, il devient garagiste et il ressent le profond héritage de Nestor. Alors il s'intéresse aux petits-enfants des écoles, en toute honnêteté. Il les photographie et il raccompagne une petite Martine chez elle tous les jours en voiture. Martine est agressée, Tifauge est accusé et emprisonné. Mais c'est la guerre de 1939 qui éclate et Tifauge est libéré pour partir au front. Il est capturé par les Allemands et se retrouve dans un camp de prisonniers en Prusse orientale, juste à côté du château d'Hermann Göring dont il devient par hasard le garde-chasse. Puis la guerre avance avec la chute de Stalingrad. Göring est appelé sur d'autres fronts et Tifauge rejoint le château de Kaltenborn où il s'occupera de la formation d'enfants dans le cadre des jeunesses hitlériennes. 1944, les soviétiques envahissent l'Allemagne, le château est attaqué, les enfants sont massacrés et Tifauge meurt enlisé dans les marécages en sauvant un enfant juif échappé d'Auschwitz. Le roi des aulnes est découpé en 6 livres, mais 6 parties inégales, car la première à elle seule occupe 180 pages, soit plus d'un tiers de l'ensemble. Et cette première partie, si importante, est le journal intime d'Abel Tifauge. Une forme donc très particulière, puisqu'un journal est un récit à la première personne qui détaille bien plus les pensées de son auteur que ses actes. Abel Tifauge écrit son journal pour répondre à un besoin de se remémorer sa petite enfance. C'est une démarche psychanalytique. Tifauge est un garagiste à Paris et il est un peu paumé et il cherche dans son enfance les signes qui vont donner un sens à sa vie. D'ailleurs, il se définit lui-même comme un lecteur de signes. Il croit aux symboles et aux mythes de l'ogre en particulier, avec l'ogre Nestor qui le prit lui, le faible Tifauge, sous sa protection contre la méchanceté des autres pensionnaires. L'écriture de Tifauge Michel Tournier pendant ce premier livre est très intellectualisante, et comme un scientifique, il utilise des mots savants, voire des néologismes quand il lui manque un terme assez précis. Des expressions comme la phorie, la saturation ou l'inversion maligne. Mieux, il nous présente sa méthodologie en citant Descartes et son discours de la méthode. Faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fus assuré de rien omettre. On est donc séduit par cette belle cohérence et on écoute sa théorie. Une théorie qu'il illustre au fur et à mesure avec des anecdotes de son histoire personnelle. Sa métamorphose d'un enfant malingre en un ogre, véritable réincarnation de Nestor et qui va, à son tour, chercher à protéger les enfants. Alors voyons ces fameux 3 concepts qui sous-tendent la théorie de Tifauge, on dirait déjà un message. La phorie d'abord. La phorie, c'est un néologisme issu du verbe grec qui veut dire porter. Alors la vie de Tifauge tendra vers l'action symbolique de porter des enfants, les porter physiquement dans ses bras. Tout commence avec Saint Christophe, qui selon la légende porta le Christ enfant sur ses épaules pour l'aider à traverser une rivière. Christophe signifie celui qui porte le Christ. Il est le symbole du fort, qui portant le faible se sauve lui-même. On notera que Saint Christophe est justement le nom de l'orphelinat du jeune Tifauge, et ce n'est que le début d'une très longue liste de coïncidences, ou plutôt de belles analogies. Pendant tout le roman, Tifauge va focaliser son attention sur tout ce qui renforce son concept de phorie, c'est-à-dire tout ce qui sert à porter. De la bicyclette, instrument phorique par excellence, jusqu'à son brave cheval Barbe Bleue, allant même jusqu'à affirmer que le rapt d'un enfant qu'il confisquera à ses parents comme l'ogre qu'il est, n'est, je cite, qu'une sorte de superphorie. Son deuxième concept, c'est la saturation. C'est le fait que Tifauge ne s'intéressera jamais à un enfant en particulier, mais à tous les enfants en général. Pour lui, le sentiment d'extase ne survient que quand il y a une certaine densité de beauté, une densité qui sature l'atmosphère.
Et ainsi, par exemple, il rassemblera tous les lits des enfants du camp allemand en une sorte de plateforme où tous les enfants dorment les uns sur les autres. Il les douchera aussi tous ensemble, précisant, avec un vocabulaire de conte de fées, la salle de douche fumée comme une cuisine de sorcière. Enfin, Tifauge théorise aussi le concept d'inversion maligne, persuadé que pour comprendre les choses, il faut les inverser. Il nous explique ainsi comme, à la guerre, les fous qui pourtant ne trouvent pas leur place dans la société deviennent des héros, ou bien comme les adultes sur les champs de bataille se comportent soudain comme des enfants, ou comme le nouveau pape Pie XII, à la veille de l'Apocalypse de 39, alors qu'il devrait parler d'amour et de paix, glorifie la mort et le sacrifice. Et voilà comment, par la forme psychanalytique du journal intime et par un style conceptuel et intellectualisant, Tournier nous place, nous lecteurs, sur les rails qu'il a choisis, et comme Tifauge, nous allons devenir des lecteurs de signes, à l'affût de la moindre coïncidence qui renforcerait les trois notions de la phorie, de la saturation et de l'inversion maligne. Et nous voilà en apparence bien armés pour attaquer le livre 2 et tous les suivants jusqu'au 6e. Mais là, changement de style. On quitte le journal intime pour en venir à une histoire plus classique exposée d'un point de vue extérieur. Maintenant, nous avons un narrateur qui nous raconte comment Tifauge survit à travers la Deuxième Guerre mondiale. Le récit est d'ailleurs très bien documenté et on apprend énormément de choses sur l'Allemagne pendant la guerre, sur son histoire aussi avec les chevaliers teutoniques par exemple, ou même sur les détails de la vie de Tifauge avec les techniques de chasse et de vénerie ou encore le dressage des chevaux. Tous ces détails, tout ce terreau nous permettent de quitter le monde du journal intime de Tifauge et de renouer avec la réalité. Mais le mal est fait et notre œil n'est plus vierge, car tout le génie de Tournier a été de former notre jugement pendant son premier livre, ses premières 180 pages, et c'est ainsi qu'on va suivre Tifauge en Allemagne, mais avec la grille de lecture que son journal intime nous a inculquée. Et donc forcément, on va voir des signes partout, des analogies, des résonances qui vont en permanence donner du sens aux moindres anecdotes. Comme par exemple l'histoire du Canada, perçu comme un paradis terrestre, par Nestor d'abord qui se réfugie dans un livre d'aventures canadiennes, et par Tifauge ensuite qui cherche le calme dans une cabane merveilleuse mais glacée qu'il appelle son Canada. On va aussi creuser le mythe de l'ogre, on va rencontrer Göring par exemple, l'ogre de Romington, un vrai sanguinaire, énorme, carnassier, cruel, qui tue par simple plaisir charnel, mais on va aussi explorer une variation du mythe avec Tifauge lui-même, l'ogre de Kaltenborn, un ogre doux, esthète et pétri de bonnes intentions, un ogre qui aime les enfants et qui veut les protéger, les porter comme saint Christophe avait porté le Christ. Et voilà comment, d'analogie en symbole, notre cerveau de lecteur se satisfait de tout comprendre. De tout comprendre, en êtes-vous bien sûr? Car voici qu'arrive le 6e et dernier livre et le pied de nez magistral de Michel Tournier. La gifle, je devrais dire, car c'est exactement l'impression que donne le final du Roi des Aulnes. En fait, fort subtilement, Tournier, dès la moitié du roman, commence en douceur à instiller le doute dans notre esprit. Par exemple, il nous montre comment Tifauge collecte les cheveux des enfants du pensionnat pour s'en faire un manteau, et comment une voisine à qui il demande de les tisser s'enfuit avec une figure horrifiée. Sur le coup, on est étonné. Pourquoi cette réaction? Tifauge ne faisait pourtant rien de mal. Et puis quand même, on a un drôle de goût dans la bouche à voir ce géant sur son cheval noir, avec sa meute de Doberman, parcourir la campagne à la recherche d'enfants qu'il confisque à leurs parents pour les mener au pensionnat. Et l'on comprend soudain que l'accumulation de symboles ne fait pas un message, et notre cerveau de lecteur émerveillé par tant d'analogies s'est en fait laissé anesthésier. La belle cohérence des symboles était un piège pour nous empêcher de réfléchir. Tifauge trouve Ephraïm, l'enfant juif échappé d'Auschwitz, et son histoire inverse brusquement tous les symboles que le livre nous avait présentés. Le fameux Canada, par exemple, c'est le nom que donnaient les enfants d'Auschwitz à la pièce où étaient entreposés tous les merveilleux trésors volés aux prisonniers et leurs parents. Idem pour la collecte des cheveux dans les camps de la mort, on comprend maintenant l'horreur de la voisine. Ou encore l'image tellement innocente de tous les enfants rassemblés en masse compacte sous la douche, mais cette fois-ci la douche des chambres à gaz, comme une cuisine de sorcière. On est soudain glacé, on prend du recul. Tifauge, l'ogre gentil, ne valait pas mieux que l'ogre hitlérien dont il est un rouage. Tifauge volait les enfants à leurs parents pour les formater dans un pensionnat des jeunesses hitlériennes, les formater comme nous lecteurs, à coups de mythes et de symboles, des enfants allemands, innocents comme les enfants d'Auschwitz, qui seront massacrés sous nos yeux dans les dernières pages du livre. Voilà donc le véritable message du Roi des Aulnes. Et voilà comment le vieux commandeur du château de Kaltenborn finit par asséner la vérité à la face du bon Tifauge.
Vous avez cru découvrir dans l'Allemagne le pays des essences pures où tout ce qui se passe est symbole, et vous avez raison. Le symbole n'étant plus lesté par rien, devient maître du ciel, il prolifère, envahit tout. Depuis son origine, le Troisième Reich est le produit des symboles eux-mêmes. Voilà la démonstration magistrale de Michel Tournier. Notre cerveau est une machine analogique pour qui le symbole est une drogue qui remplace la raison, qui remplace la réalité. Le mythe et la pensée symbolique sont l'arme première des dictatures et des fascismes. En donnant un sens aux choses et aux événements, ils anesthésient les consciences, tellement heureuses de trouver un tableau cohérent qui leur évite de s'interroger. La réflexion, le recul, la raison, la morale et l'éthique ne sont pas naturels et demandent un effort à nos synapses. Le mythe et la pensée symbolique sont tellement plus confortables. Et on referme ce roman en se demandant comment le mythe de Saint Christophe a pu nous rendre sympathiques, un ogre tueur d'enfants. Et je finirai cette vidéo par un passage du Roi des Aulnes qui illustre à la fois le style admirable de Tournier, son sens de l'image et toute l'ambiguïté de son message. Voici comment l'ogre Tifoge contemple les enfants qui dorment. J'insiste bien, ils dorment, ils ne sont pas morts. Ils dorment sur son lit géant qu'il appelle, avec beaucoup de malice vis-à-vis de son lecteur subjugué, l'hypnodrome. Tous ces corps jonchant dans toutes les positions le grand plateau lunaire étaient d'une étrangeté saisissante. Il y avait des groupes serrés comme par la peur, des étreintes fraternelles, des rangs entiers qu'on aurait dit couchés par la même décharge de mitraille. Mais les plus pathétiques étaient les isolés, ceux qui avaient rampé dans un coin pour y mourir seuls, comme des bêtes, ou au contraire, dont le dernier souffle avait suspendu un inutile effort pour se joindre à des compagnons. Et voilà qui termine ce 36e épisode en hommage à Michel Tournier. Je vous remercie pour vos encouragements et vos suggestions de romans qui allongent ma pile à lire et me donnent de quoi largement doubler ma production de vidéos. Alors en attendant l'épisode suivant, et si vous alliez écouter ou revoir mes précédentes analyses, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. C'est gratuit et sans pub. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook ou sur mon blog. C'est fini, il est temps de conclure. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois.